Alors bonjour et bienvenue à cette série de 4 webinaires qui traitera du marché du travail. Je me présente, je suis Vicky Laframboise, orthophoniste et nous allons ensemble pour les 4 prochaines semaines aborder tous les angles du marché du travail. Donc la démarche à suivre pour sa recherche d'emploi, la préparation avec notre curriculum vitae, notre lettre de présentation, les entrevues et enfin, nous allons aborder les habiletés sociales qu'on retrouve dans un milieu de travail. Donc, aujourd'hui, débutons avec l'identification de nos forces et de nos besoins. En fait, c'est probablement ce qu'il y a de plus important et c'est vraiment une étape essentielle dans sa recherche d'emploi. Si on réussit à bien identifier nos forces et quels sont nos besoins, on a beaucoup plus de chances de vivre des réussites dans notre démarche. Alors, nous allons aborder aujourd'hui d'abord comment réussir sur le marché du travail, quelles sont les règles de succès à l'emploi et nous allons aborder la carte de travail personnel. Donc, à la fin du webinaire, vous allez avoir des travaux à effectuer et vous allez nous les faire parvenir puisque la semaine prochaine, on va avoir une rencontre afin d'en discuter et ça va nous permettre de passer à la prochaine étape. OK. Donc, la première chose qu'on doit faire avant même de débuter là, notre recherche d'emploi, c'est de répondre à plusieurs questions, mais qui sont à la fois tellement importantes et essentielles. Donc, je vais vous présenter des listes de questions, on va les analyser ensemble. Si vous pouvez prendre des notes à ce moment-ci, ce serait important parce que vous allez voir que suite à la présentation des questions, vous allez devoir créer votre profil personnel pour votre recherche d'emploi. Donc, allons-y. Avec les premières questions qu'on doit se poser, d'abord, pourquoi est-ce que je veux travailler? OK? Alors, c'est la première question à laquelle on doit répondre. Donc, est-ce que je veux travailler pour avoir de l'argent? D'abord, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai besoin d'argent pour subvenir à mes besoins? Est-ce que j'aimerais économiser de l'argent pour des biens, pour pouvoir m'acheter des biens, pour les études futures, etc. Donc, on doit répondre à cette question-là d'abord. Ensuite, est-ce que je veux travailler pour devenir un peu plus autonome? Ne pas toujours dépendre de mes parents, bon, financièrement, parce que si on travaille, on va avoir un revenu, mais aussi pour développer mon autonomie dans le monde du travail, mais aussi pour me sentir actif au niveau de la société. Donc, en fait, c'est une question importante. Il est fort possible que vous ne voulez pas travailler pour toutes les raisons qui sont énumérées sur la diapositive, c'est correct, mais le plus de raisons que vous avez de vouloir travailler, le plus vous augmentez vos chances de pouvoir accéder à un emploi. Pourquoi? Parce que vous allez être motivé. D'accord. Est-ce que vous voulez aussi travailler pour utiliser vos compétences et vos habiletés? Vous en avez là, OK? Vous avez des compétences, vous avez des habiletés. Là où c'est important de réfléchir, c'est de déterminer quelles sont ces compétences et quelles sont ces habiletés. Généralement, on a tendance à penser spontanément à une, mais il va falloir faire un travail un peu plus en profondeur puis essayer d'en identifier quelques-unes parce que sinon, ça restreint beaucoup trop notre champ de recherche. OK? Puis on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, quelles sont vos compétences et quelles sont vos habiletés? Est-ce que vous voulez travailler aussi pour occuper vos journées? Possiblement. Vous êtes tanné d'être à la maison la fin de semaine. Vous êtes aux études, vous avez des travaux, des devoirs, des leçons. Peut-être que non. Peut-être que vous êtes en processus de recherche d'emploi. C'est très possible que vous soyez à un moment de votre vie où vous trouvez le temps long
de rester à la maison et de n'avoir rien à faire. Est-ce que vous voulez travailler pour faire comme les autres? Vos amis qui travaillent, vos cousins, frères et sœurs, est-ce que vous aimeriez ça faire comme eux? Est-ce que vous voulez travailler pour vous sentir bien et heureux? Là, il faut bien y réfléchir. Est-ce que d'aller travailler, parce que c'est important, là, va faire en sorte que vous vous sentez bien? Ou aller travailler, ça va être un fardeau. Alors là, il faut faire attention parce que si le travail qu'on a choisi devient un fardeau, il risque d'avoir des répercussions néfastes. Donc, vous allez vous sentir peut-être plus anxieux, plus stressé, etc. Donc, en fait, si on veut travailler, c'est intéressant qu'on se sente bien. Est-ce que ça va vous permettre d'améliorer votre estime personnelle d'aller travailler? Là, on parle d'estime personnelle dans le sens que vous allez apporter quelque chose à la société, vous allez mettre en valeur vos forces, donc ça peut être une raison qui justifie de vouloir travailler. Est-ce que vous voulez réaliser des projets? Je suis à peu près convaincue que vous avez tous et toutes des projets à réaliser et le marché du travail peut être un bel endroit, une belle plateforme pour réaliser ces projets-là. Et est-ce que vous voulez travailler pour plaire à vos parents, là? Est-ce que vous êtes assis chez vous présentement? Est-ce que vous entendez vos parents vous dire « Bon, ça serait intéressant, tu commences à te trouver un emploi bientôt. As-tu pensé d'aller travailler? Peut-être que… » Je dis ça comme ça. Généralement, les parents ne disent pas ces choses-là, mais peut-être dans votre cas que vos parents vous en parlent beaucoup. Et en fait, ils n'ont peut-être pas tort parce que le marché du travail fait partie du déroulement des étapes de la vie. Et présentement, si vous écoutez le webinaire, c'est parce que vous en êtes rendu là, dans cette étape-là. Puis ensemble, on va déterminer les meilleures façons. Donc, voici les premières questions. La première question qui était « Pourquoi je veux travailler? » Donc, vous allez pouvoir accéder, télécharger les diapositives. Donc, je vous encourage à le faire. Puis, vous pourrez juste peut-être cocher les raisons pourquoi vous voulez travailler. Bon, prochaine question. On n'a pas fini. Il faut identifier correctement, avant de commencer nos démarches, quelles sont mes disponibilités. Puis là, souvent, on a tendance à dire « Ah, bof, moi, je peux travailler à temps partiel. » En fait, si vous voulez que ce soit plus facile puis vivre des réussites, il faut être plus précis. Donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler à temps plein? Qu'est-ce que temps plein versus temps partiel veut dire? Donc, temps plein, on va parler d'un emploi à entre 35 et 40 heures semaine. Pas nécessairement du lundi au vendredi, parce qu'on peut travailler à temps plein aussi, y compris les fins de semaine, mais moins d'heures la semaine. Ou à temps partiel. Alors, le temps partiel, on va parler en deçà, généralement de peut-être 32 heures et demie par semaine. Là. Donc, c'est vraiment une question d'heures. Donc, vous, en fonction de votre réalité, OK? Bon, est-ce que vous êtes un étudiant? Est-ce que vous avez une condition médicale? Est-ce que vous avez des obligations autres qui vous empêchent de travailler à temps plein? Vous devez l'identifier avant d'envoyer votre CV. Puis je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Bon, est-ce que vous êtes libre à travailler après l'école? Bon, probablement que dans votre horaire, oui. L'école se termine à 15h30, plus précis. Et vous avez peut-être une heure de devoir, donc ce qui dit qu'à 16h30, vous pourriez être libre. Là, la question que vous devez vraiment vous poser de façon très personnelle, c'est est-ce que vous êtes en mesure physiquement de travailler après votre journée d'école ou vous êtes simplement trop fatigué et vous ne pourrez pas répondre aux exigences de votre emploi. Donc ça, vous êtes les seuls qui sont en mesure d'y répondre. OK? C'est possible que vous ayez encore un niveau d'énergie suffisant pour travailler quelques heures après l'école. C'est aussi possible que ça soit trop. Alors, il faut l'identifier tout de suite. Parce qu'une fois qu'on commence un emploi, c'est important d'avoir, de démontrer notre efficacité, nos talents. Et si on est dans une situation où on est déjà fatigué, on ne va pas bien réussir. Est-ce que vous voulez travailler les fins de semaine? Fin de semaine, les 2 jours, samedi et dimanche, une seule journée. Il faut l'identifier. L'été,
Est-ce que vous êtes libre l'été pour travailler? Si oui, quelles sont vos disponibilités? Le soir, ça revient après l'école. Est-ce que vous préférez un horaire fixe, c'est-à-dire toujours les mêmes heures, toujours les mêmes jours, ou vous êtes capable de travailler avec ce qu'on appelle un horaire flexible? Donc, c'est possible qu'il y ait des semaines que vous travaillez 15 heures, des semaines que vous travaillez 10 heures, des semaines que vous travaillez le samedi, le vendredi soir, d'autres semaines, un soir de semaine. Alors, vous devez déterminer. Alors, si pour vous, la structure est primordiale, probablement que le travail flexible va vous créer de l'anxiété, du stress, et ne va pas devenir optimal. Donc, à ce moment-là, soyez honnête. La meilleure façon de répondre à toutes ces questions-là, c'est d'être honnête avec vous-même et d'identifier, non, finalement, moi, je préfère fixe. J'ai besoin de savoir quand je travaille, j'ai besoin de connaître les heures de travail, les jours de travail. Ça réduit mon anxiété, ça me permet de m'organiser, c'est plus facile. Bien, soyez honnête. C'est la seule façon. Ça va? Alors, on a d'autres questions à se poser avant même de commencer à penser au milieu du travail. Où est-ce que j'aimerais travailler? Donc, à quel endroit? Bon, ça peut paraître banal comme question, mais encore là, il faut faire un travail personnel pour répondre à cette question-là. Est-ce que je veux travailler dans un endroit calme, où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop de demandes spontanées, etc.? Ou est-ce que je peux travailler dans un endroit plus bruyant? Là, j'ai donné l'exemple d'un restaurant. Bon, mais dans un restaurant, il y a différents types d'emplois qu'on peut avoir, là. On peut être serveur, ce qui nous amène à transiger beaucoup avec les clients. Bon, là, on peut avoir des clients insatisfaits, on peut avoir des demandes pour lesquelles on n'est pas préparé. Donc, il y a beaucoup plus de spontanéité. On doit s'adapter beaucoup plus. Mais dans un restaurant, on peut aussi être plongeur pour la vaisselle. Donc, c'est plus fixe. Les responsabilités sont beaucoup plus définies. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce qui vous convient le mieux. Est-ce que vous voulez travailler à l'extérieur, dehors, par exemple pour un centre jardinier, etc., la construction? Est-ce que vous avez l'énergie suffisante? Est-ce que vous avez la santé qui vous permet de passer de longues heures dehors? Est-ce que vous êtes capable de tolérer la chaleur? S'il pleut, est-ce que vous êtes aussi capable? Parce que si la première réponse qui vous vient en tête, c'est « après 30 minutes au soleil, plus capable, j'ai trop chaud », les chances que vous soyez en mesure de passer toute la journée à enlever des mauvaises herbes dans une plate-bande sont minces. Vous n'allez pas respecter les attentes de l'employeur. Et par ricochet, vous risquez de perdre votre emploi. Donc, si vous avez identifié que travailler dehors, vous ne pouvez pas, bien, on élimine cette catégorie-là quand on va faire notre recherche d'emploi. Est-ce que vous préférez travailler en équipe ou seul? Bon, très rare les milieux de travail où vous allez être seul. Là. Généralement, il va y avoir de l'interaction avec votre employeur et avec quelques collègues, mais il y a des environnements où ça va être d'immenses équipes, alors que d'autres, vous pouvez être peut-être quelques collègues de travail. Donc, ce sont encore là des questions très importantes à répondre. Bon, là, on a répondu ces questions-là. Ce que je vais vous demander comme, j'appelle ça un défi, bon, c'est plus beau qu'un travail, comme défi avant notre prochain webinaire, donc avant notre prochaine même rencontre, c'est de créer votre propre profil d'emploi. Donc, vous allez vous prendre une feuille de papier, vous allez écrire votre nom en vous basant sur les questions que je viens de vous présenter. Vous allez vous asseoir et réfléchir. C'est pas juste de cocher, là. Je veux que vous vous assoyiez puis vous réfléchissez exactement à l'endroit idéal, en fait, et les conditions idéales pour que vous viviez des succès dans votre emploi. Enfin, on doit se demander, est-ce que je suis prêt à entamer les démarches pour le travail? OK. Là, on a répondu aux premières questions. On a notre profil. Bon, maintenant, là, est-ce que je suis prêt à faire les premières démarches pour me trouver un emploi? Et là, la première question que vous devez honnêtement répondre est la suivante. Est-ce que je veux travailler? Si la réponse est non, vous ne voulez pas travailler,
Alors, pas à 100%, là, mais pour un haut pourcentage, vos chances d'obtenir un emploi viennent de diminuer là, dramatiquement. Okay? D'abord, votre attitude, votre motivation ne sont pas au rendez-vous. Okay? Donc, ça va être très difficile pour vous de vous trouver un emploi. Par contre, si vous voulez travailler, je le dis, je le dirai peut-être pas assez souvent, mais vous pouvez travailler, vous avez ce qu'il faut, vous êtes des gens intelligents, travaillants, donc faites-vous confiance. Si vous voulez travailler, puis vous mettez en place les bonnes stratégies, puis vous avez les bons outils, vous allez réussir. Donc, est-ce que je veux travailler? Oui, on continue. Sinon, vous pouvez continuer là, à nous écouter, mais bref, peut-être pour plus tard. OK. Est-ce qu'on est motivé à apprendre de nouvelles habiletés? Clairement qu'on va faire une demande d'emploi, puis qu'on ne va pas tout connaître. Mais je dois être motivée à apprendre de nouvelles choses. Je dois être motivée au niveau de mes apprentissages d'habiletés sociales parce que le travail implique l'interaction avec des gens. Je dois aussi être en mesure d'apprendre des nouvelles habiletés de communication qui ne sont pas les mêmes que ce que j'utilise à l'école avec mes amis, à la maison avec ma famille. Donc, je vais devoir développer certaines habiletés de communication différentes. Comment je me comporte socialement avec un employeur, un superviseur, versus un collègue de travail, versus un client, par exemple. Donc, est-ce que je suis prêt à faire ces démarches-là, à prendre ces... motivée, en fait. Est-ce que je suis ouvert à la rétroaction positive? Qu'est-ce que la rétroaction positive, vous allez me dire? Ce sont les commentaires. Parce qu'en fait, pour pouvoir s'actualiser, pour pouvoir devenir meilleur dans votre travail, les gens autour de vous vont vous donner des commentaires positifs. Mais en fait, il faut être prêt à les recevoir, mais pas simplement les recevoir, mais aussi les mettre en pratique. Et ça va vous permettre ça d'identifier vos défis et finalement, en bout de ligne, de réaliser ou d'effectuer de façon beaucoup plus adéquate les tâches qui vous sont demandées. Donc, il ne faut pas prendre les commentaires, la rétroaction positive comme étant quelque chose de négatif, de nous mettre dans une situation où on ne nous fait pas confiance. Pas du tout. En fait, c'est simplement pour identifier nos défis et nous améliorer. Est-ce qu'on est prêt à prendre nos responsabilités pour nos actions, nos réactions et nos comportements? Donc, ça dit tout, là. Ça se peut que... En fait, vous allez faire des erreurs dans votre environnement de travail. On en fait tous. Mais la clé, c'est de prendre nos responsabilités, d'assumer et, en fait, de faire la prochaine fois, de se corriger et de faire mieux. Ce n'est pas d'arriver et de penser qu'on peut tout faire parfaitement la première fois. Donc, c'est vraiment d'être conscient de nos forces et de nos défis. Bon, est-ce qu'on est prêt aussi à relever de nouveaux défis puis résoudre différents problèmes? Ça, là, c'est fondamental au processus de développement personnel. Si vous êtes prêt à relever des nouveaux défis, à faire face à l'échec, à recommencer, bien, vous allez vivre du succès. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous allez rapidement frapper une barrière où est-ce que vous ne pourrez pas cheminer. Donc, c'est important d'y réfléchir. Bon, est-ce que vous vous engagez à être ponctuel? En fait, là, la ponctualité, je vous le dis, c'est sérieux, c'est une des qualités, puis on va en reparler là, dans les prochaines diapositives, qui est grandement recherchée et qui est très importante. Un employé ponctuel démontre un sérieux pour son emploi, pour ses collègues, pour son superviseur et pour la clientèle. Donc, on doit être ponctuel. Là, on va avoir toutes sortes de raisons. Bon, j'ai pas d'auto, j'ai pas l'autobus, il faut que je le prenne trop tôt, il y a une tempête de neige. Bon, OK. Ça arrive. Ça arrive, là, qu'on n'arrive pas à l'heure pour une raison extraordinaire. Par contre, ça n'arrive pas souvent, là, des raisons extraordinaires. OK? Donc, ça, là, si vous n'êtes pas prêt à vous engager à être ponctuel, vous allez avoir beaucoup moins de chances de vivre des réussites sur le marché du travail. OK? Je pense que c'est
bien claire. Je m'engage à faire mon possible pour toutes les tâches demandées. Là, ici, le mot-clé, c'est faire mon possible. Personne est parfait et on ne s'attend pas à la perfection. Okay? Donc, ne soyez pas trop difficile envers vous-même, mais assurez-vous de faire votre possible. Hein? On ne veut pas bâcler là, le travail pour se dépêcher pour finir plus tôt. En fait, là, il n'y a pas d'urgence. Et on veut bien le faire. On ne veut pas non plus exagérer et prendre tellement de temps qu'on aurait probablement pu faire 2 tâches à l'intérieur du même temps. Donc, voyez-vous, je demeure constant, je fais mon possible et, en fait, je vais avoir des résultats positifs. OK, ensuite. Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices? Clairement que le marché du travail, un peu comme l'école, en fait, on doit faire des sacrifices. Un exemple, je dois me lever tôt. C'est un sacrifice à faire. Encore aujourd'hui, là, quand mon cadran sonne le matin, c'est pas la fin du monde, mais pas loin. Mais c'est un sacrifice à faire pour aller travailler pour la plupart des gens. Si je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là, je ne pourrais pas être ponctuelle et en bout de ligne, je ne pourrais pas garder mon emploi. L'hygiène aussi, c'est bien important. Il faut s'assurer d'avoir une bonne hygiène. Est-ce que je suis prêt à avoir une bonne hygiène? Donc là, je parle la propreté physique, être bien mis, proprement, bien habillé en fonction de notre poste au travail. Mais ça aussi, ça peut être un sacrifice à faire. Donc, est-ce que je suis prêt à les faire? Est-ce que je suis capable et est-ce que je m'engage à réduire et à contrôler tout comportement agressif? Donc, en fait, vous imaginez que l'agressivité n'est pas tolérée. C'est pas toléré nulle part, mais encore moins dans un milieu de travail. Puis quand je parle d'agressivité ici, je parle d'agressivité verbale ou agressivité physique. Donc, pour maintenir un emploi, on doit être en mesure de contrôler cette agressivité-là. Et si on en a, si on en vit, bien, en fait, il faut s'établir des stratégies qui vont nous permettre de gérer notre anxiété dans un milieu de travail. Et aussi, est-ce que je peux gérer une quantité raisonnable de stress? Il va y avoir des échéanciers à respecter. On va vous demander d'effectuer certaines tâches à l'intérieur d'un temps limite. Est-ce que vous êtes prêt et capable de répondre à ces demandes-là? Puis ce qui m'amène au dernier point, est-ce que j'accepte? Puis ça, c'est une question qui est grandement étudiée présentement, là. Est-ce que j'accepte de divulguer certains de mes défis à mon employeur? Là, on s'entend, là. On n'arrive pas première journée, marché du travail, avec une affiche qui dit qu'on a des besoins, ou on a des défis, ou on est anxieux, ou peu importe, on a un diagnostic quelconque. Pas du tout. Puis là, souvent, on me pose la question, mais ils n'ont pas besoin de savoir. Non, en fait, non, c'est vrai. C'est quelque chose de très personnel qui vous appartient. Par contre, quand on revient à notre questionnement initial, si on a identifié des besoins que nous, on a, comme la plupart des gens ont des besoins, et qu'on ne les divulgue pas, mais là, l'employeur, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il sache quels sont ses besoins et quelles sont les accommodations qui seraient nécessaires pour nous. OK? Par exemple, je donne toujours cet exemple-là. On est dans un groupe, on ne sait pas que quelqu'un qui est hypersensible au bruit fort. Puis tout d'un coup, à l'intérieur de l'activité, on met de la musique très, très forte. Cette personne-là réagit fortement, s'ensuit une crise, etc. Notre réaction, on se sent très mal d'avoir causé cet état-là à cette personne-là. Mais en fait, si on avait su, on n'aurait simplement pas utilisé cette activité-là, cette musique forte-là. Donc, voyez-vous, je pense que si vous avez besoin d'accommodation, par exemple, vous avez besoin, un jeune homme me disait dernièrement, bon, ben moi, j'ai des stéréotypies. Quand je viens trop anxieux, j'ai des mouvements stéréotypés. J'ai besoin de prendre 5 minutes pour aller m'auto-calmer, m'auto-apaiser avec mes mouvements stéréotypés. Excellent, c'est correct. En fait, on ne veut pas enlever les comportements, mais si on ne le dit pas à notre employeur, à tous les heures, il va nous voir partir sans crier garde, puis là, à un moment donné, bien, il va se poser des questions. Donc, en fait, vous êtes mieux d'être honnête,
de divulguer ce qui vous semble important et ça va faciliter grandement votre intégration dans le milieu du travail, mais aussi l'employeur dans sa perception de vous. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires non plus à divulguer là. Donc, essayez de filtrer l'information. Alors, là, on s'est posé énormément de questions. On a répondu à l'affirmative, à la plupart. Alors, on est prêt à entamer nos démarches. Allons-y. Donc, là, ce que je vais partager avec vous, ce sont des suggestions, en fait, pour faciliter votre transition vers le marché du travail. Bon, bien entendu, je ne connais pas tous vos expériences antérieures, votre situation actuelle, mais ce sont des stratégies qui pourront certainement vous aider. Donc, tout d'abord, il est recommandé de faire des transitions graduelles. Ce qu'on veut dire par transition graduelle, c'est peut-être de commencer à travailler pour de courtes périodes de temps. Et ça, c'est toujours dans la mesure où c'est possible avec votre employeur. Là, vous pouvez négocier, mais ça va vous permettre d'abord de vous acclimater à l'environnement, d'avoir une bonne idée des tâches qui vont vous être demandées, de rencontrer les gens avec qui vous allez travailler, que vous allez côtoyer, et en fait, de vous organiser dans cette structure-là. Et les effets positifs peuvent être de réduire votre anxiété et votre stress. Bon, là, je dis réduire, ça n'enlèvera pas totalement, là, mais chaque individu qui commence un nouvel emploi va normalement avoir un certain niveau d'anxiété et de stress. C'est tout à fait typique. N'oubliez pas ça. Puis ensuite, vous pouvez augmenter graduellement. Vous pouvez aussi commencer en faisant un petit peu de bénévolat. D'abord pour vérifier si l'environnement vous convient, si les tâches, vous allez être en mesure de les exécuter. Et ça peut vous mener à un emploi également. Ensuite, là, je viens de réaliser que si je pointe par là, vous voyez la diapo, parce que tantôt, je pointais comme ça, mais bon, je ne suis pas tellement latéralisée. OK, alors, deuxième point, c'est important de chercher l'appui des employeurs. Et pour ce faire, là, c'est peut-être important de demander l'aide à vos parents. Hein, s'il y a des parents qui écoutent aussi, là, les parents peuvent peut-être connaître des employeurs potentiels, peuvent peut-être établir le premier contact. Il n'y a rien de négatif avec ça, parce que si on a un employeur informé, on a plus de chances d'avoir des réussites. Vos enseignants aussi, hein, ça peut être vos enseignants, les éducateurs peuvent vous aider à vous chercher, à aller chercher l'appui de certains employeurs. Une chose qui est vraiment importante, puis si vous êtes en mesure de le faire, je vous encourage grandement, c'est de vous trouver des mentors. Qu'est-ce qu'un mentor va faire? D'abord, il va vous aider peut-être à travailler, à développer vos habiletés sociales et de travail en lien avec l'emploi que vous convoitez. Donc, un mentor peut faire ça. Le mentor aussi peut vous motiver, puis il peut vous guider vers des emplois intéressants. Mais en fait, la première étape, vous l'avez fait, là, vous avez établi votre profil. Sans votre profil, c'est comme partir à la chasse, là, pas de fusil. Vous allez certainement revenir sans rien, parce que si vous n'avez pas un bon profil, vous allez partir dans toutes sortes de directions, puis ça va vous mener nulle part. Le mentor peut vous aider avec ça. Puis ça peut être qui un mentor? Bon, il y a des mentors professionnels, on appelle ça des coachs d'emploi. Bon, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les régions. Ça peut être un voisin, ça peut être un enseignant, ça peut être un étudiant plus âgé à qui vous faites confiance, un oncle, une tante. Donc, en fait, là, ça peut être à peu près n'importe qui à qui vous faites confiance, que vous respectez, qui vous respecte et qui va vous permettre de cheminer vers votre but d'obtenir un emploi. OK. C'est important aussi peut-être de sensibiliser les employeurs et les employés, donc d'avoir différentes stratégies. Puis vous pouvez, ça aussi, là, demander l'aide de vos parents, demander l'aide à l'école, le centre d'orientation, etc. Vous pouvez également considérer le travail autonome.
Là, le travail autonome, surtout si vous avez un talent particulier, ça peut être intéressant. Par contre, là, ça vous demande une discipline personnelle exemplaire. Donc, si vous êtes un peu du genre à procrastiner ou à remettre à demain ou à pas être en mesure de vous organiser dans votre horaire toute seule, c'est peut-être à proscrire. Par contre, si vous êtes du type là, très organisé, qui peut respecter son horaire, même qui préfère n'avoir personne qui lui dise quoi faire, c'est peut-être une avenue intéressante à explorer. Par contre, il ne faut pas oublier que ça peut être plus stressant, mais ça dépend de votre personnalité. C'est important de se créer un portfolio. En fait, là, quand on va arriver au processus d'entrevue, c'est important d'avoir quelque chose de tangible à montrer à l'employeur. OK? Parce que, bon, il va nous rencontrer, il va nous poser des questions. Là, on va être stressé, on va être anxieux, on n'est pas toujours à notre meilleur. Tout à fait normal. Mais si on a quelque chose de préparé, par exemple, je ne sais pas, là, un exemple, vous faites de la peinture, vous avez des photos de vos œuvres d'art, vous avez écrit un article qui est paru dans une revue, ben, vous avez l'article, etc. Là. Vos grandes réalisations, bien, peut-être que d'avoir ça dans un portfolio, ça va démontrer à l'employeur d'abord votre sérieux et le travail que vous êtes en mesure de faire, d'effectuer. OK. Vous pouvez aussi, si vous êtes bon, bâtir votre propre page web qui va vous permettre de présenter le travail que vous êtes en mesure de faire. Puis ça peut être une avenue intéressante pour présenter à votre futur employeur. En fait, ça va leur permettre de voir votre travail rapidement et effectuer un jugement sur la qualité de votre travail. Et ça, ça en dit long sur une personne. Il y a aussi développer, ça c'est important, tâcher de développer des compétences que les autres personnes estiment. Donc, en fait, si vous devenez, là, je dis expert, là, dans un certain domaine qui est en demande, okay? Je suis convaincue qu'il y en a d'entre vous qui sont experts des jeux vidéo, mais c'est probablement pas un des domaines les plus en demande. À moins d'être dans le design. Puis encore là, c'est très contingenté parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent développer, qui ont des intérêts. Donc, tantôt, quand je vous disais, pensez à vos intérêts. Si la première chose qui vous vient en tête, c'est les jeux vidéo, d'accord, mais peut-être qu'on peut chercher ailleurs quels sont mes autres intérêts pour ne pas trop restreindre non plus mon choix d'emploi. Et si j'ai une compétence qu'on recherche, j'ai plus de chances de me trouver un emploi. Bon. Ensuite, on recommande de maintenir votre carrière dans votre sphère de talent. OK? Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles, là. Si, par exemple, vous êtes talentueux au niveau de l'organisation des produits, ben en fait, c'est probablement mieux que vous travaillez peut-être dans une épicerie comme étalagiste parce que c'est votre force. Alors qu'être à la réception dans un environnement où vous devez répondre aux plaintes de clients insatisfaits, vous risquez d'abord de ne pas savoir quoi faire et de vivre un échec. Donc, tentez de garder ça en tête. On veut travailler où est-ce qu'on est talentueux. C'est important aussi d'obtenir de l'aide avec les dossiers financiers et d'autres dossiers officiels. Quand vous allez commencer à travailler, là, il va y avoir tout l'aspect financier, le salaire. Éventuellement, là, il va y avoir l'histoire des impôts qui vont s'ajouter à ça. Et en fait, si ce n'est pas un intérêt et une force, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider avec ça. Ça va réduire le stress et vous allez avoir une meilleure idée. Au niveau de votre budget aussi, c'est important. Donc, peut-être que si vous êtes pas capable ou en mesure de le faire correctement, comme bien des gens, là, entourez-vous et vous allez vous rendre compte que ça va enlever une certaine inquiétude. Puis enfin, essayez de gérer votre humeur, vos angoisses puis vos compétences sociales. Un des premiers facteurs de perte d'emploi, là, c'est si vous perdez votre calme. Donc, avant même d'arriver dans votre nouvel emploi, ayez des stratégies en main
pour vous calmer s'il y a différentes situations qui surviennent. Ça va? Là, on va maintenant aborder les règles. Il y a des règles, mais de succès à l'emploi. On va les regarder ensemble. OK. Donc, la première règle nous dit de connaître nos forces et nos limites. Donc, en fait, soyez attentifs, là je répète, mais soyez attentifs à ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est quoi les passe-temps que vous aimez, les activités qui vous rendent créatifs, qui vous rendent confiants. Okay, je ne vais pas élaborer davantage parce qu'on en a parlé beaucoup. Et tâchez, dans la mesure du possible, d'éviter les situations où vous n'êtes pas préparé. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'avoir un plan. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de se créer un plan de match. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, puis ensuite, on va aller chercher l'information nécessaire. Alors, c'est la clé et c'est ce qu'on a abordé aujourd'hui. On a un plan. La règle numéro 3, encore là, c'est de développer un portfolio qui démontre votre travail. Alors, comme je disais, ça peut être des photos, votre curriculum vitae, vos meilleurs travaux, vos meilleures réalisations. Mais là, il faut faire attention, là. Arrivez pas avec un portfolio ça d'épais, puis des dessins, puis parce que là, en même temps, on ne veut pas non plus donner trop d'informations puis que ce soit trop lourd, là. Donc, vraiment les choses que vous jugez les plus pertinentes et qui sont en lien avec l'emploi, là. Donc, si vous arrivez, là, attendez, je vais penser à un exemple. Si vous arrivez pour un emploi dans une pépinière, par exemple, puis, bon, vous avez peut-être fait du jardinage chez vous, c'est très beau, vous pouvez avoir une photo, mais là, si vous avez fait un bricolage à l'école, c'est peut-être moins pertinent. Donc, utilisez votre jugement critique pour que votre portfolio corresponde à l'emploi que vous cherchez. OK. La règle numéro 4 est bien de développer vos talents, peu importe ce qu'ils sont, parce que ça va vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc, vos talents, maximisez-les. Allez chercher de la formation supplémentaire. Trouvez-vous des façons de les développer, mais ça va être la clé de votre succès. OK, règle numéro 5 est très, très intéressante. Faut être prêt à entrer sur le marché de l'emploi par la porte arrière, la porte latérale, une porte, là, mais pas la porte principale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très rares sont les chances que vous allez vous faire offrir sur un plateau d'argent un emploi ou qu'on va vous appeler, là. Vous êtes assis chez vous présentement puis que le téléphone va sonner pour dire « Hey, j'ai une offre d'emploi intéressante. » Donc, vous allez devoir établir des contacts, vous allez devoir demander à des gens, vous allez devoir demander et redemander. Peut-être que l'offre qu'on va vous faire correspond pas à l'emploi idéal. Peut-être que c'est quelques heures par semaine seulement, alors que je voulais du temps plein. Peut-être que c'est pour faire justement replacer les produits alors que je voulais avoir quelque chose plus à la caisse. Mais dites-vous une chose, une fois qu'on est entré, on a beaucoup plus de chances de progresser pour obtenir notre emploi désiré. OK? Bon, règle 6, on en parle encore, de vous rendre au travail à l'heure, bien mis. OK, bien mis, ça ne veut pas dire là d'être habillé en complet, là, mais c'est d'être propre, d'avoir des vêtements appropriés et une bonne attitude. Un employé qui a une attitude positive a beaucoup plus de chances de maintenir son emploi, même s'il fait des erreurs, même s'il se trompe, qu'un employé qui a une attitude négative qui ne fait jamais d'erreur. OK? L'attitude, là, ça vaut pour beaucoup plus que la perfection. Oh, ça t'a bien dit, hein? Donc, n'oubliez pas ça. Ensuite, la règle numéro 7, soyez très attentifs et vigilants de ne pas vous impliquer dans des situations illégales ou non éthiques en milieu de travail. Bon, là, on parle vraiment des habiletés sociales. En fait, on va en reparler au webinaire 4. Par contre, avant de vous impliquer dans une situation, là, assurez-vous que ce soit vraiment sérieux. Donc, si vous observez quelque chose, et c'est peut-être entre deux collègues, un conflit, bon, si c'est pas sérieux, mais par contre, si vous observez des choses sérieuses, des détournements d'argent, des vols, bien à ce moment-là, oui, vous devez informer votre superviseur. Donc, voici les règles. Alors, pour trouver l'emploi idéal pour nous,
on doit d'abord bien se connaître. Je ne sais pas si je l'avais dit. Hein? Effectivement, c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous connaître, là. Donc, vous devez connaître vos intérêts, vos forces et vos besoins. Donc, on identifie ça, là, vous allez le savoir. Une fois que vous allez vous asseoir avec toute la liste de questions que je vous ai présentées, vous allez être en mesure d'écrire votre profil. N'oubliez pas de prendre en considération si vous avez des sensibilités sensorielles. C'est important, OK? Parce que ça aussi, ça va être un facteur. Donc, par exemple, si vous avez des sensibilités auditives, les sons qui peuvent être trop forts ou bien difficulté à entendre des messages, notez-le. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place. Par exemple, vous pouvez avoir des bouchons d'oreille, un casque d'écoute, des bruits masquants comme un ventilateur, mais ça va être quelque chose à aborder. Quand on parlait d'aborder certains défis avec l'employeur, si vous devez avoir vos écouteurs, en fait, dépendamment de l'environnement de travail et ce que vous faites, ça peut être tout à fait acceptable, mais il faut expliquer pourquoi. Vous pouvez aussi peut-être avoir des sensibilités visuelles avec les lumières, les néons, etc. Donc ça aussi, prenez ça en considération pour votre environnement de travail. Au niveau tactile, si les vêtements vous dérangent, pour être plus à l'aise, simplement vous assurer d'être confortable dans vos vêtements. Mais si c'est vraiment une sensibilité importante, peut-être pensez d'éviter les emplois où vous avez un port d'uniforme rigide puis qui va vous rendre inconfortable toute la journée parce que le tissu n'est pas suffisamment doux, c'est trop serré, etc. Prenez ça en considération. Si vous avez aussi des sensibilités olfactives, bon, là, peut-être qu'il y a certains environnements de travail qui ne sont pas pour vous s'il y a des grosses odeurs. Là, moi, je pense toujours quand je passe dans les centres d'achat, puis il y a c'est pas des parfumeries, mais ils font du savon, là. À 20 pieds de là, ça me lève le cœur, donc je ne pourrais jamais travailler dans cet environnement-là. Donc, il faut prendre ça en considération. On ne peut pas aller porter un CV là si après l'odeur, on est malade à chaque matin qu'on rentre travailler. Bon, ça va de soi. Donc, là, ce que je vais vous demander, donc, vous avez 2 tâches cette semaine, d'établir votre profil et vous allez créer votre carte de travail personnelle. Donc, vous voyez, il y a 4 colonnes. La première, vous devez indiquer quels sont vos intérêts et vos forces. Là, c'est un format pour vous le présenter, mais vous pouvez clairement utiliser n'importe quel format. Mais la première chose, c'est par exemple, j'aime les jeux vidéo. Ça me vient en tête, c'est la première chose que j'aime. OK? Quels sont mes défis? Mais en fait, j'ai une connaissance limitée de plusieurs jeux. Je connais à peu près, je suis très, très, très connaissant avec le type de jeu je vais dire n'importe quoi je parle comme ma mère, mais de guerre. OK. Mais je connais pas les autres types de jeux. Alors, ça peut créer certaines... je suis pas très polyvalent si je veux vendre des jeux vidéo, puis je dois être en mesure de parler de tous les jeux vidéo. Quels sont mes besoins? Moi, j'ai identifié que j'ai besoin d'un environnement structuré. Alors, quels seraient des types de travail possibles? Je pourrais travailler dans un club vidéo et dans un magasin où il y a une section, peut-être un magasin à grande surface, de jeux vidéo, etc., de films, là. Un autre de mes intérêts, j'aime bien organiser, classer des choses. Mon défi, c'est vraiment, par contre, le service à la clientèle, quand les gens posent des questions, puis je dois répondre spontanément, trouver des solutions, ça m'angoisse, puis là, je fige, puis je suis timide, etc. J'ai besoin de structure, puis d'un environnement calme. Le bruit, quand il y a trop de bruit, ça me déconcentre, ça me dérange, etc. Alors, là, je dois réfléchir, quel type de travail serait approprié pour moi? Bien, peut-être dans une épicerie, ils ont besoin des étalagistes le soir, là. Alors, vous pourriez peut-être dire, moi, je serais plus confortable de 4 heures à partir de 4 heures pour replacer les choses. Je serais confortable dans cet environnement-là. Alors, maintenant, c'est à votre tour de faire votre carte de travail personnel. Vous ne pourrez pas la faire si vous n'avez pas fait la tâche préalable d'établir votre profil. Là, la semaine prochaine, on va avoir une rencontre.
Je vais vous demander de m'envoyer d'abord votre profil et votre carte de travail personnelle préalablement, avant la rencontre, et on va pouvoir en discuter. Là, vous allez me dire, bien, qu'est-ce qui arrive si je ne le fais pas? Bon, il ne va pas arriver grand-chose, là. Par contre, ça va démontrer le sérieux. Et prenez ça comme une première tâche demandée par un employeur, OK? Donc, si c'est fait, bien fait en fonction de vos besoins, bien vous allez avoir bien réussi la première tâche. Donc, ça va démontrer votre sérieux dans votre démarche. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on va se revoir la semaine prochaine pour parler davantage du curriculum vitae et de notre lettre de motivation. Merci et bonne semaine! Merci d'avoir assisté à ce webinaire qui fait partie de la bibliothèque virtuelle des services en français d'Autisme Ontario. Pour ceux et celles qui souhaitent participer à la période de questions, s'il vous plaît, demeurez en ligne. Nous vous souhaitons une bonne continuation.